À l'ère de la désinformation, des fake news, de la post-vérité et du conspirationnisme, comment réussir à s'informer de manière à peu près correcte? Quel est le mode d'emploi, s'il existe, pour se prémunir de la désintoxication médiatique? Enfin, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux sont-ils un atout ou un obstacle dans cette entreprise de désintoxication et de réinformation? Pour le savoir et pour en débattre avec nous, nous recevons aujourd'hui deux hommes pleinement engagés dans le travail de réinformation, deux journalistes citoyens reconnus pour leur contribution critique sur un ensemble de sujets qui ont été l'objet de nombreuses fake news. Je veux parler bien sûr du Covid, de la guerre en Ukraine ou encore du génocide israélien en Palestine. Michel Colomb et Idriss Aberkane sont avec nous sur Mizzen TV. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir pour cet échange qui sera assurément instructif et certainement salutaire pour nos auditeurs. Alors je vais vous présenter brièvement. Je rappelle donc Michel Colomb que vous êtes journaliste, fondateur en 2004 d'Investigation, qui est tout à la fois un collectif, un site internet, une maison d'édition et une chaîne YouTube qui propose un décryptage de fond de l'actualité internationale. Vous avez également lancé plus récemment la chaîne Télé-Palestine pour contribuer à une réinformation plus équilibrée sur la Palestine. Vous êtes enfin l'auteur de nombreux ouvrages publiés chez Investigation, parmi eux 7 octobre, Enquête sur les faits et les mensonges, coécrit avec Jean-Pierre Boucher, Ukraine, la guerre des images, 50 exemples de désinformation, ou encore Planète malade, 7 leçons du Covid ou l'urgence de repenser le système. Idriss Aberkane, vous êtes docteur, vous êtes titulaire de 3 doctorats, un qui porte sur la géopolitique de la connaissance, le second en littérature comparée et le troisième en neuroergonomie, puisque vous avez travaillé sur ce qu'on appelle la bio-inspiration logicielle appliquée. Vous êtes également entrepreneur, écrivain, l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez notamment publié un triptyque chez Robert Laffont, dont le fameux best-seller intitulé « Libérez votre cerveau », qui a été suivi de L'âge de la connaissance et Le triomphe de votre intelligence. Vous êtes enfin journaliste citoyen et animateur d'une chaîne YouTube qui remporte un franc succès et sur laquelle vous avez mené un travail intense d'analyse critique sur plusieurs sujets hautement politiques, en particulier, on s'en souvient, sur le Covid et sur d'autres questions d'ordre géopolitique. Alors très simplement, messieurs, je vous propose de commencer cet échange, donc cet entretien qui est destiné à balayer, à analyser et à réfléchir sur cette notion de fake news, en nous appuyant à la fois sur des concepts, sur des définitions et surtout sur des exemples contemporains. Donc, commençons par un balayage sémantique et terminologique. Comment définissez-vous une fake news? Voilà, Michel Colomb. Michel. Je pense que la fake news, il faut bien la distinguer des autres formes de désinformation. C'est-à-dire qu'on peut nous dire parfois que une information correcte serait interprétée de façon erronée. Je pense qu'il faut réserver le terme fake news à des mensonges délibérés et fabriqués, comme les 40 bébés décapités durant le 7 octobre, comme des images qui disent montrer des Ouïghours maltraités par le régime chinois, mais qui viennent en réalité d'autres pays, comme un exemple qu'on a développé dans le livre Ukraine, la guerre des images. On nous montre dans le Donbass des gens en train de brûler des livres, et on nous dit voilà, ils brûlent les livres ukrainiens. En réalité, c'est l'inverse et c'est une manifestation avec un faux auto-da-fé pour dénoncer justement le fait que les livres d'histoire sont détruits par le régime de Kiev. Il y a aussi l'histoire de l'île aux serpents, soi-disant des gardes frontières ukrainiens qui auraient résisté héroïquement à l'invasion russe et qui auraient tous été exterminés. Zelensky diffuse tout ça. Et en réalité, c'est faux. Ils ont été capturés, ils sont bien gentiment traités, on donne à boire et à manger, ils seront libérés. Et donc, les fake news, c'est évidemment ce qui frappe, c'est le plus spectaculaire, et la triche se voit très rapidement. Mais en réalité, c'est juste, je dirais, la pointe émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que, en fait,
il y a un ensemble de désinformation qui peut se faire aussi tout simplement en cachant les faits qui dérangent, en cachant les causes des faits qu'on montre. Et donc, je crois que c'est important de ne pas s'obnubiler sur les fake news comme si c'était le seul problème de la désinformation. Donc la fake news est un mensonge direct, un mensonge par omission. Hein. Vous disiez, on cache aussi Non, je veux dire, la fake news, justement, est la fabrication d'une nouvelle qui est fausse, avec des images fabriquées, ça devient de plus en plus à la mode, ou avec une interprétation, une présentation totalement fausse des images qui en réalité se sont passées ailleurs, à un autre moment, veulent dire autre chose. Et donc, il faut bien distinguer, je pense, la fabrication de fake news du reste de la désinformation, qui selon moi est encore plus important. Donc pour vous, ça s'assimilerait à ce qu'on appelle traditionnellement de la propagande, des images de propagande, c'est-à-dire. On est toujours dans la propagande, mais aussi dans tout ce que je viens de dire. Je crois Oui, que le vocabulaire, il est important, excusez-moi, il est important. oui. La désinformation, c'est faire en sorte que les gens ne savent pas les choses importantes qui se passent et ne comprennent pas les enjeux et ne comprennent pas l'information. Ça, c'est la désinformation. La propagande de guerre, c'est vendre une guerre qui est en réalité une guerre pour le fric, comme si c'était une guerre noble, et c'est les 5 principes de la propagande de guerre que j'ai pris comme guide de lecture dans un conflit, même quand on le connaît pas bien. 1, cacher les intérêts. 2, cacher l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que les régimes colonialistes ont fait dans cette région qui a provoqué la pauvreté, la division, etc. 3, diaboliser l'adversaire en présentant des images d'atrocités qui sont soit réelles, soit fausses et fabriquées. 4, inverser l'agresseur et l'agressé, je pense à Israël et la Palestine. Et 5, monopoliser l'information et le débat, c'est-à-dire empêcher l'autre version d'atteindre le public. Là, on a un ensemble des principes de la propagande de guerre, et les fake news ne sont, comme je le disais, qu'un point précis, spectaculaire là-dedans, mais même pas le plus important. Alors Idriss Aberkan, Michel Colomb fait une distinction entre fake news et désinformation. Est-ce que vous partagez ce constat? Et j'ajouterai une question. Est-ce que selon vous, une information qui serait une information factuellement fausse et donc serait de la désinformation, ou est-ce qu'il faut considérer également une information qui serait factuellement correcte mais dont la factualité serait interprétée de manière orientée? Est-ce qu'il faut considérer un détournement d'une information qui à la base serait factuellement correcte comme une fake news? Oui, mais Michel Colomb a parfaitement raison de faire cette distinction parce que c'est un technicien et un technicien, ça doit être précis. Donc c'est important d'être capable de nuancer les termes. Maintenant, pour le grand public, c'est vrai que le mot fake news est devenu très populaire, surtout que Donald Trump l'utilisait. Donc en fait, pour le grand public, le mot fake news, il englobe toute la désinformation, soit à peu près toutes ses formes. Il est vrai qu'en réalité, en termes de technique, la désinformation, c'est beaucoup plus large que la méthode, le bistouri de la fake news en particulier, qui est très spéciale. Maintenant, Lord Tennyson disait le pire des mensonges, c'est la demi-vérité. Donc la bonne fake news de qualité, c'est quand elle met un peu de vérité dans le mix. C'est toujours ça la bonne, vraie méthode. Et on le voit aussi dans le fact-checking, etc. J'ai travaillé notamment pour développer le re-checking, c'est-à-dire de revenir après les fact-checkers, parce que les fact-checkers essaient d'avoir le monopole du dernier mot. Et le monopole du dernier mot, c'est extraordinairement puissant à notre époque. Un monsieur à la machine à café avec ses collègues, il voit un article qui dit non, virgule, 3 petits points. Il se dit qu'il ne pourra plus débattre avec ça. C'est fini. Par exemple, Rudi Reichstadt avait dit non, le virus du Covid, le SARS-CoV-2, ne sort pas d'un laboratoire. Bon voilà, le type à la machine à café, encore une fois, il se dit je peux pas critiquer ça. Enfin, c'est un fact-checker qui l'a dit, donc c'est le monopole du dernier mot. Or, on sait que c'est faux. Hein. Un rapport américain vient de dire que non, en toute logique, un endroit où il y avait un laboratoire P4 plus haut niveau de sécurité bactériologique et virale au monde, et que comme par hasard, le virus sort de ça et apparaît à cet endroit-là, l'épicentre apparaît à cet endroit-là, c'était une piste journalistique crédible. Le cas de Naïra, bien sûr, c'était une fake news aussi, comme les 40 bébés décapités. Là, c'est encore plus grave, les 40 bébés décapités, parce que c'est carrément Biden qui le reprend. On a Biden qui dit « j'ai jamais vu ça, c'est horrible, etc. » Alors que même la presse israélienne, comme Haaretz, commençait à dire « non, en fait, c'est bidon. » Alors, il prenait toutes les pincettes nécessaires, parce qu'il savait très bien qu'il se ferait écarteler s'il le faisait pas, mais bon, Haaretz, en substance, a dit « c'était faux ».
Et ben au même moment, on a Biden qui disait c'était vrai, puis j'ai jamais vu d'image aussi choquante. Donc ça, c'est la fake news de qualité. C'est vrai, c'est frontal. C'est comme les puces électroniques que les Russes prenaient dans les machines à laver. C'est comme le fantôme de Kiev qui n'a jamais existé, etc., etc. On peut en sortir des tonnes. Et encore une fois, les couveuses de Naïra qui n'était donc évidemment pas une jeune enfant koweïti et qui déclarait avoir vu des soldats irakiens jeter les bébés par terre. Donc ça s'appelle la pédophrastie, et Nassim Nicolas Taleb a très bien codifié ça. La pédophrastie, c'est quand on utilise les enfants pour empêcher les gens de réfléchir. Regardez, vous pouvez rien dire, vous êtes forcément un barbare si jamais vous critiquez le coup des couveuses de Naïra. Maintenant, la désinformation en effet a tout un arsenal. Ça me dérange pas que le public utilise fake news pour décrire la désinformation en général, comme quelqu'un utiliserait le mot tactique pour parler de l'échelon stratégique. Quand on a une formation militaire, on sait que le tactique et le stratégique, c'est pas la même chose, mais bon, pour le grand public, très honnêtement, je m'en fous. C'est très bien que le public comprenne que la désinformation et les fake news existent. S'ils mélangent les deux, ça me dérange pas. Cependant, pour moi, en effet, les plus dangereuses, c'est le fact-checking. Parce que, je donne plusieurs exemples. Sur le cas de la sénilité de Biden. Biden était sénile. N'importe qui pouvait le voir. Mais vraiment n'importe qui. On avait tout un tas de preuves de ça. On avait même Camilla Parker Bowles, maintenant la princesse Camilla, qui avait déclaré qu'il avait lâché des flatulences en plein dîner royal et qui contrôlait même plus ses fonctions corporelles. Bien entendu, il contrôlait pas non plus ses fonctions cognitives. On pouvait le savoir depuis 2020, ça. Eh ben, on a eu vraiment un terrorisme intellectuel, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, un terrorisme intellectuel pour attaquer quiconque dirait la vérité, c'est-à-dire que Biden était complètement aux fraises et qui, du coup, il ne dirigeait pas les États-Unis, parce que en étant dans cet état cognitif-là, il ne pouvait pas diriger les États-Unis, ce qui est gravissime. L'affaire du portable de Hunter Biden, elle a été présentée comme une fake news. Elle a été présentée même comme une intoxication russe. Vous avez 50 agents de renseignement américains qui ont signé que c'était une intoxication russe. Bon, bah, ces gens ont menti. Bon, ils ont signé, ils ont utilisé leur autorité. Ces gens ont menti frontalement. Ça, c'est une fake news. Et c'est vraiment dans le read-checking, la capacité à passer derrière les fact-checkers, la capacité à dire ce fact-checker a menti. Je donne un autre exemple qui pour moi est vraiment marquant. Je l'ai cité dans ma conférence sur la presse au XXIe siècle. On avait un article de fact-checking dans Reuters qui disait « Non, Joe Biden n'était pas ami avec un grand sorcier du Ku Klux Klan ». Parce que Joe Biden, homme de gauche, rien que ça, c'est une fake news. Enfin, on parle du type qui a organisé l'évasion fiscale dans le Delaware pendant 40 ans, et on parle d'un type qui était très pote, en effet, avec des suprémacistes blancs, mais surtout, qui avait dit « Si on continue comme ça, mes enfants grandiront dans une jungle raciale ». Il a quand même fait cette déclaration pour un démocrate. Un démocrate pouvait faire ça au 19e siècle, du temps de l'esclavage, moins maintenant. Eh ben, cette fake news, donc, non, Joe Biden n'était pas ami avec le grand wizard du Ku Klux Klan. Ben, j'ai vu un article de fact-checking de Reuters qui disait ça. Alors je lis l'article et je vois que l'article dit en fait le monsieur dont Biden a serré la main, dont il est allé aux obsèques, n'était pas grand wizard du Ku Klux Klan. Alors je me dis bah c'est très bien, c'était en effet une erreur, alors il faut bien le corriger. Puis l'article continue, il dit il n'était que cyclope exalté. Oui, parce que dans la hiérarchie du Ku Klux Klan, cyclope exalté, on comprend bien que tout le monde connaît la hiérarchie du Ku Klux Klan, vous la connaissez, Michel la connaît, en fait, tout le monde connaît la hiérarchie du Ku Klux Klan par cœur, donc il y a en effet, une vraie différence entre être grand wizard ou cyclope exalté. Et Reuters donc titre non virgule, la fameuse barrière intellectuelle, parce que vous savez, c'est comme un feu rouge. C'est comme ça que fonctionne le fact-checking. Il fait un feu rouge en disant n'allez pas par là, ça c'est rouge, ça c'est orange, ça c'est vert. Et en créant ce feu rouge, il empêche les gens d'aller sur la voie de la vérité. Donc cet article de fact-checking mettait un feu rouge, alors que oui, factuellement, en effet, Joe Biden était ami avec un haut cadre du Ku Klux Klan. Renseignement pris, il n'avait jamais été dit que ce haut cadre était Grand Wizard. On se demande même si c'est pas Reuters qui a inventé ce terme de Grand Wizard pour pouvoir le contredire, justement, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du cyber blurring, qui est une autre technique de désinformation, le cyber blurring. Et ces méthodes en fact-checking sont très fréquentes. On les a vues sur Klaus Schwab, quand les gens ont voulu rappeler que Klaus Schwab, son père, était un industriel décoré par le Troisième Reich, qui faisait des lance-flammes avec de la main-d'œuvre concentrationnaire pendant la guerre. Eh ben, les fact-checkers ont tenté de désorienter les gens, en sortant une photo qui avait rien à voir d'un type qui ressemblait vaguement à Klaus Schwab en uniforme nazi, en disant non, cette photo n'est pas le père de Klaus Schwab, d'accord, donc tout le reste était faux. Et cette technique, le fact-checking métonymique, on prend un morceau pour prétendre décrédibiliser le tout,
c'est une des techniques les plus sournoises en matière de fake news, et elle est d'autant plus sournoise donc qu'elle utilise le relatif prestige des fact-checkers. Et là, donc, dernièrement, je rappelle, Rudi Reichstadt avait dit non, le virus ne sort pas d'un laboratoire, et ils sont même en train de créer un WhatsApp, enfin une intelligence artificielle pour répondre directement aux gens quand il s'agira de vérifier une information. Donc voilà la panoplie de l'intoxication de la fake news. Aujourd'hui, il y a des failles dans le récit, c'est clair. Ces failles s'appellent les médias citoyens. Ces failles sont censurées, mais j'ai l'impression qu'on est en train de gagner. Alors, donc j'utiliserai donc à des fins de vulgarisation le terme de fake news de manière générale, et je vous laisserai le soin, si le cas échéant, de distinguer entre désinformation et fake news. Alors, une question concernant les conditions technologiques de notre époque, puisque les fake news ont parfois toutes les apparences de la vérité. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle techniquement les deepfakes, c'est-à-dire ces vidéos que l'IA peut créer et qui peuvent dupliquer la voix et l'image d'une personne en lui faisant dire ce qu'elle n'a pas dit. Dans ces conditions technologiques, comment pourra-t-on encore distinguer ce qui est vrai de ce qui est vraisemblable? Avons-nous une méthode, avez-vous une méthode pour y parvenir? Michel Collomb. Oui, il est clair que la possibilité maintenant de fabriquer des deepfakes va augmenter encore la capacité de manipuler l'opinion publique. Je pense que les médias chics, je vais dire, ne vont évidemment pas utiliser ça parce que ils auront trop vite un démenti et ça portera atteinte à leur crédibilité. Mais on a vu dans les dernières décennies, et ça s'intensifie, que les services de renseignement des informations, on va dire, aux États-Unis, en Angleterre, le MI6, etc., ont d'autres manières de faire parvenir ça au public. Bien sûr, ils influencent les médias mainstream chic, mais on va tout simplement créer des faux comptes sur des réseaux de sorte que on balance une deepfake et puis on est parti. Quand quelqu'un veut rectifier, il n'y a plus personne. Et là, les gens un peu avertis vont se dire bon, ça ne tient pas, mais leur objectif ce sera d'atteindre l'inconscient des gens. Il n'y a pas de fumée sans feu et de salir l'image de ceux qui dérangent, que ce soit les adversaires sur le plan politique, que ce soit les lanceurs d'alerte sur le plan de l'information. Et donc, oui, ça va encore renforcer la capacité de manipuler l'opinion publique et de l'empêcher de comprendre ce qui se passe. Je crois que la solution à ce problème est justement d'éduquer le public. Et là, je pense que le public aussi, il doit être éduqué sur le fait que fake news, c'est une chose, médias mensonges, c'est une autre, et la désinformation profonde, je vais dire, c'est encore une autre, et de bien comprendre les nuances. En fait, moi, je crois que la solution pour en sortir, c'est que le public soit éduqué sur les médias, soit éduqué sur ce qui est information, désinformation, et soit justement capable par lui-même de soit de comprendre une situation qu'il étudie, soit de se méfier d'une info sur une situation qu'il connaît pas bien. Parce que Michel Collomb ou Idriss Aberkan ou Saïd Bouamama ne seront pas toujours là pour tenir les gens par la main en disant attention, ça c'est faux, ça c'est juste, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est que l'éducation aux médias fasse de tout le monde des adultes sur le plan de l'information, des citoyens responsables qui sont capables par eux-mêmes soit de comprendre et de faire la part information des informations, soit au moins de se méfier en disant je n'y crois pas parce qu'on ne m'a pas montré, on m'a pas parlé de l'essentiel, on m'a pas montré les intérêts économiques et stratégiques, on m'a pas laissé écouter le point de vue de l'adversaire et des choses comme ça. Donc je crois que par rapport à tous ces progrès technologiques, la seule issue, c'est de faire appel à l'intelligence des lecteurs, des lectrices, et de les aider à se défendre par eux-mêmes. Idriss Aberkan, alors un de mes amis qui travaille dans l'intelligence artificielle me disait dans un entretien précédent que les problèmes soulevés par un mauvais usage de l'intelligence artificielle pourraient être réglés par l'intelligence artificielle elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait l'utilisateur ou le concepteur
qui déterminerait le bon usage ou le mauvais usage. Dans ces conditions et dans cette optique de réinformation, puisque c'est aussi l'horizon de cet entretien, comment parvenir à se réinformer, l'intelligence artificielle est-elle un atout à utiliser et de quelle manière, ou bien l'IA a-t-elle aussi, dans sa conception et son usage, des biais quelconques dont il faudrait se méfier? La réponse est oui, l'IA a des biais. D'ailleurs, tout dernièrement, on avait vu que ChatGPT était censuré. Il y avait certains mots qui faisaient bugger ChatGPT. Ça a été montré sur X, sur Twitter. Et d'autres modèles de langage comme Claude ou Perplexity ne buggaient pas sur ces mots précis qui, en l'occurrence, étaient un patronyme. Vous demandiez à ChatGPT de vous écrire ce patronyme et elle vous disait non. Tout s'arrêtait, quoi. Par contre, sur Claude ou sur Perplexity, ça n'était pas le cas. L'IA est un instrument de souveraineté, donc il est impératif d'avoir des IA open source, d'avoir des IA publiques, populaires, qui appartiennent au peuple. Dans mes travaux, j'ai appelé ça lincolnienne, du peuple pour le peuple par le peuple, parce que sinon l'IA est un instrument de puissance. C'est même l'instrument de puissance ultime aujourd'hui. Enfin, c'est la nouvelle révolution industrielle. Vladimir Poutine a clairement dit dès 2014, quiconque contrôlera l'IA contrôlera le monde. C'est bien pour ça qu'Elon Musk a acheté 2 Colossi. Donc Colossus x2, Colossus c'est 100 000 cartes graphiques de chez Nvidia, les meilleures, et il en a fait installer donc 100 000 d'un coup. J'ai fréquenté un professeur spécialisé dans l'installation de supercalculateurs pour des États souverains. Il s'appelle Pierre Collet, c'est l'ancien patron du département d'informatique de l'université de Strasbourg. Dans ses rêves les plus fous, il installait pas un dixième de ça. Et Musk, il en installe 2. Essentiellement pour l'instant pour le full self-driving, pour la conduite autonome des Tesla. Mais en fait, cette capacité à sortir un supercalculateur, il y a certaines tâches, comme par exemple faire une photo réaliste, faire une fausse vidéo, où il suffit de mettre plus de cartes graphiques pour régler le problème. Et dans ce cas-là, des États pourraient s'ingérer dans des... Alors c'est de façon un peu acupuncturelle, il faut le faire très précisément. Parce qu'il faut pas se faire prendre, mais un État pourrait s'ingérer dans un grand récit à un moment précis, à un moment stratégique, en sortant bien sûr des deepfakes. Et dans ce cas-là, les deepfakes, c'est là que je voulais en venir, les deepfakes générés par un État qui aurait 100 000, 200 000 GPU Nvidia seraient impossibles à reconnaître par une autre IA. Parce que ils auraient été générés par l'IA la mieux équipée. Et l'IA la mieux équipée, toute chose égale par ailleurs, peut pas être détectée par une IA moins bien équipée. C'est pas aussi évident que ça, mais partez du principe que il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force dans l'IA. Donc, dans le cas, par exemple, des 40 bébés, il y avait une photo qui était fausse, qui avait circulé sur Twitter. Elle a été détectée comme fausse par une IA. Immédiatement, il y a une IA qui a dit, mais ça pue le deepfake. Et c'était un deepfake, ça tombe bien. Bien sûr, il y avait l'appel au subconscient, il n'y a pas de fumée sans feu, comme a dit Michel Colomb. Il y avait cet appel-là qui est fait exprès, qui est l'appel pédophrastique, pour dire, regardez, saligo, si vous osez être technique sur un truc où on parle d'enfants brûlés, c'est que vous n'avez pas de cœur. Mais n'empêche que le fait que c'était un deepfake a été démontré très rapidement. Eh ben, les États souverains seraient en position de sortir des deepfakes qui seraient pas détectables avant plusieurs semaines. Et là, ça pourrait, au moment précis, là par exemple dans la guerre en Syrie, il a été propagé la rumeur que Bachar el-Assad avait fui à Moscou. Là aussi, on voit le mélange de mensonges et de vérité. Il était à Moscou, mais il n'avait pas fui à Moscou. Mais il était à Moscou. Alors sur X, boum, c'était devenu, ça y est, on se retrouve empouvoiré, comme on dit. Ça y est, le tyran est parti, donc à nous la Syrie. Eh ben, avec un bon bagage de deepfake. Et c'était les méthodes que la CIA utilisait. Moi, je me rappelle du coup d'État de 2013 en Bulgarie, qui était la répétition du coup d'État de Maïdan en 2014. Et j'y étais, d'ailleurs. J'étais dans les manifs, j'ai appris à crier démission en bulgare, Ostavka. Et c'était un coup d'État, une révolution colorée organisée par la CIA, où ils avaient créé une page Facebook pour le service secret bulgare qui s'appelait le DANS. Donc l'événement déclencheur, l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est que le patron du DANS, la police secrète, était un mafieux. Le peuple était pas très content de ça. Il en a profité pour manifester contre le gouvernement Orecharski. Et là, la fake news, c'était que la CIA Madison Avenue crée une page qui s'appelle Dance With Me, encore une fois, bon, c'est anglais, ça, c'est pas bulgare, mais bon. Dance With Me, qui est crédité de dizaines de milliers de followers. Ces dizaines de milliers de followers sont faux, comme les fermatrolls
qu'on voit sur X. Hein. Vous voyez là dernièrement, quand on critique la censure quand on parle de la censure du gouvernement Barnier, vous avez plein de trolls macronistes qui vous disent que vous êtes payé en roubles. C'est assez immédiat. Et Amélie Ismaili a enquêté là-dessus. Certains, vous pouvez les rapprocher d'une organisation au sein de la place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur en France, qui s'appelle l'unité de contre-discours républicain, qui a touché de l'argent du fonds Marianne, c'est prodigieux. Mais donc, dans le cas de la révolution colorée de Bulgarie, la fake news, c'était les followers de la page. Demain, les fake news on leur ajoutera des deepfakes. Donc vous aurez le même phénomène, parce que là, les gens se sont sentis empouvoirés, donc parce que ils avaient tant de followers sur la page Facebook. Demain, vous pourrez empouvoirer un groupe en lui donnant l'impression qu'il a raison, en lui produisant une image qui sera fausse, mais extrêmement crédible, et qui va rester crédible longtemps, et qui sera recrédibilisée par les médias de masse, bien sûr, qui diront oui, cette image est crédible, et en plus, vous êtes un salopard si vous n'y pensez pas, si vous pensez qu'elle n'est pas crédible. Ça, c'est tout à fait possible, et c'est vraiment pour ça que le peuple doit avoir ses propres IA, pas des IA d'État, qu'il faut des IA open source, qui soient décentralisées, qui soient opérées par plusieurs machines en réseau, distribuées, parce que sinon, on va vers un avenir orwellien. Michel Collomb, c'est très inquiétant ce constat technique que vient de faire Idrissa Berkane, qui peut ouvrir une nouvelle ère de scepticisme profond sur la distinction entre le réel et la fiction. Et dans cette typologie que vous présentiez tout à l'heure, Michel Collomb, entre médias mensonges, fake news et désinformation, je voudrais peut-être ajouter une catégorie dont on a parlé parfois aussi, qui est celle de la post-vérité. Donc, est-ce que vous diriez, comme certains l'ont dit ou écrit, que nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité? Alors, la post-vérité est en général une expression qu'on emploie pour qualifier la dérive contemporaine des discours politiques ou médiatiques qui ne s'appuierait plus stricto sensu sur des faits précis, mais reposerait plutôt sur des affects, des émotions, et alimenterait ce qu'on appelle dorénavant le conspirationnisme. Alors, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que nous sommes définitivement entrés dans l'ère de la post-vérité, Michel Collomb? Oui, effectivement, c'est inquiétant. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Idriss parler de ce sujet. J'ai appris beaucoup de choses. C'est un sujet que je n'ai pas creusé. C'était très intéressant. Je crois que, comme il l'a indiqué, on est plus fort qu'on ne croit et on a la capacité de résister à toutes les méthodes et à tout ce qu'ils vont inventer pour désinformer, à condition de s'organiser, de se coordonner, de s'unir. Et donc, je pense que ce qu'il a dit est très intéressant pour rappeler justement à la résistance et à la coordination. Alors, sur le thème post-vérité, non, j'emploie pas du tout ce concept. Je trouve que c'est faux concept qui n'explique rien. Ça a beaucoup été utilisé par les démocrates aux États-Unis et par les médias dominants contre Trump. Sous-entendu, lui, c'est le désinformateur, nous, on est sérieux. Désolé, mais les médias dominants et les démocrates nous ont servi les armes de destruction massive, les couveuses de Kuwait City, tous les exemples de médias mensonges que j'ai sortis. Pas oublier que la plus grande partie des guerres d'agression mensongère ont été menées par les démocrates, pas par les républicains. Donc, non, moi ce concept, je le trouve qu'il jette la confusion parce que c'est un peu l'idée, c'était mieux avant. En réalité, non. En réalité, il y avait toujours eu cette désinformation et l'exemple des couveuses que j'ai mentionné, l'exemple de Timisoara, la propagande de guerre, la désinformation, ça fait partie, c'est une partie même de la guerre, que ce soit la guerre militaire, les coups d'État, les sabotages économiques, etc. En fait, Marx avait déjà expliqué ça en 1845, quand il avait dit « La classe dominante, c'est la classe qui domine les moyens de production économique, mais elle domine aussi les moyens de production intellectuelle. Elle contrôle essentiellement les journaux à l'époque, depuis les radios, les télés, d'autres moyens d'information. Et donc, ça fait partie du système, c'est normal. Et le vrai enjeu, c'est que on
on a une bataille de l'information qui s'est déroulée et dont il faut parler, c'est-à-dire qu'il faut voir comment les peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit par rapport aux classes dominantes, comment les peuples peuvent s'organiser pour mieux répondre à toute cette guerre de la désinformation. Idrissa Berkane, alors pareillement, que vous inspire cette notion de post-vérité? Et je voudrais aussi enchaîner sur un terme que j'ai utilisé dans la question précédente, qui est celui de conspirationnisme, qui est justement associé à cette notion de post-vérité. Quelle fonction l'accusation de complotisme remplit-elle dans ce contexte-là? C'est du terrorisme intellectuel, c'est-à-dire que c'est la bonne vieille méthode de lancer une interjection comme ça pour décrédibiliser l'adversaire. Ça a été utilisé dans tous les régimes totalitaires. Mais ce qui est amusant, c'est que moi, je suis biologiste au départ, donc je sais que en biologie, tout le mythe de Al-Khizr, le bien, le mal, le Al-Khizr qui est le verdoyant, c'est pas pour rien d'ailleurs dans l'islam. En biologie, on peut internaliser un parasite. On sait qu'on a un placenta, par exemple, nous les mammifères placentaires, on a un placenta parce qu'il y a eu une infection virale à un moment donné, c'était quelque chose de mal, puis c'est devenu quelque chose de bien. Les mitochondries dans nos cellules qui leur permettent de respirer, c'était un parasite, et puis les cellules l'ont internalisé et en ont fait une sorte de pile électrique qui est la mitochondrie. Donc tout ça pour dire que on peut absorber une attaque, on peut absorber la décrédibilisation, et dans l'histoire c'est même quelque chose de fréquent. Il y a beaucoup d'épithètes négatifs qui deviennent positifs dans l'histoire. Le mot gothique, par exemple. L'art gothique, c'était un épithète négatif. C'est Vasari qui popularise ça à la Renaissance. Dans sa vie des maîtres de la Renaissance, il invente le mot Renaissance et puis il commence à populariser le mot gothique comme une insulte. Parce que l'art gothique, il est pas gothique, il est français. Il est inventé à l'abbaye de Saint-Denis par un abbé français, en s'inspirant notamment de méthodes architecturales arabes, entre autres, et aussi en s'inspirant de la nature au passage. Mais bon, c'est pas du tout gothique. Gothique, c'était pour dire ça vient des barbares. Donc gothique, c'était une insulte, c'est devenu aujourd'hui un épithète positif. Impressionniste, c'était une insulte. C'est les critiques d'art qui appelaient ça l'impressionnisme, c'est n'importe quoi. Bon, c'est devenu quelque chose de positif. Daft Punk, Daft Punk, c'était un critique aussi. Daft Punk, ça veut dire une racaille idiote. Littéralement, Daft Punk. Daft veut dire imbécile, idiot, et punk, c'était souvent traduit par racaille. Donc Daft Punk, bon bah voilà, c'est racaille imbécile. Et les DJ de Daft Punk ont décidé d'en faire leur nom, quoi. Ils se sont dit c'est génial, ce critique nous appelle Daft Punk. Bon. Et puis Michel Collomb est belge, et comme dirait Jules César, de tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves. Et ben on a l'abbé Lemaître, qui était belge aussi, et qui était catholique, et qui invente la théorie du Big Bang. Non, elle s'appelle pas Big Bang, il l'appelle l'atome primordial. Et cette théorie de l'atome primordial, ou primitif, je sais plus, Fred Hoyle la critique à Cambridge, il dit c'est n'importe quoi, vous imaginez l'univers qui part d'un point dans une explosion, ce serait un Big Bang. C'était une insulte, c'était pour se moquer de lui. Il appelle ça le Big Bang, c'est pour se moquer de lui. Bon, aujourd'hui, tout le monde appelle cette théorie la théorie du Big Bang. Et je pourrais vous en sortir encore plein. Donc, tout ça pour dire que le mot complotiste est en train de devenir positif. Tout bêtement. C'est assez inattendu, mais le mot complotiste, le mot conspirationniste est en train de devenir positif. Maintenant, d'où il vient sur le plan philologique, l'étude des textes? On sait, en effet, que conspiracy theorist conspiracy theory est un terme qui existe avant les années 60, mais qui explose à partir du moment où on veut critiquer les conclusions de la commission Warren. Et c'est en effet la CIA, factuellement, qui va avec Allen Dulles, notamment, qui est peut-être après l'assassinat du président Kennedy pour les auditeurs. J'allais l'expliquer. Allen Dulles, qui est le suspect numéro 1 de cet assassinat, n'oublions pas. Eh bien, à partir de ce moment-là, tous les gens qui critiquent la commission Warren, ses conclusions qui sont fausses, les conclusions de la commission Warren sont fausses, ça y a pas de problème, tout le monde peut le dire aujourd'hui. Il n'y a pas que Oliver Stone qui le dit, tout le monde peut le constater aujourd'hui. Les gens qui critiquent ces conclusions sont appelés conspiracy theorists. Et on leur met des chevaux légers pour les décrédibiliser, par exemple les terreplatistes, des trucs comme ça. Faut dire, allez, vous êtes dans le même camp. Si vous critiquez la commission Warren, par extension, par déshonneur par association, qui est la grande spécialité des conspis, le déshonneur par association, eh bien, vous êtes platiste. Ça va de soi. Ou bien vous mettez du papier aluminium sur votre tête, enfin, toutes ces choses-là. Eh ben, aujourd'hui, en effet, quand on voit même des gens comme Elon Musk, qui est le compte le plus suivi, laisser entendre que complotiste est devenu un compliment,
Quand on voit Tucker Carlson le laisser entendre, quand on voit Joe Rogan le laisser entendre, je dis pas que toutes ces personnes-là sont parfaites, mais on voit bien qu'il y a un changement dans le zeitgeist, dans l'esprit du temps, pour reprendre justement le vocabulaire pré-marxiste. Donc, je pense que il sert à rien de lutter contre ce terme en disant voilà, c'est même si le philosophe français Alexis Haupt a parlé de complot-sophisme. Donc le complot-sophisme ou la complot-foutaise, c'est d'appeler quelqu'un complotiste. Voilà, c'est de dire voilà qu'on n'a pas d'argument, on l'appelle complotiste, et Alexis Haupt appelle ça le complot-sophisme, donc la complot-foutaise pour le grand public. Et c'est un terme très exact, très intelligent, un concept très utile. Mais j'ai l'impression que ça se retourne contre eux. Parce que comme je vous le disais, en biologie, de la même façon qu'un virus peut devenir la brique fondamentale pour faire arriver le placenta chez les mammifères, comme un parasite comme les rickettsia peut devenir les mitochondries dans les cellules, cette capacité à absorber la critique, à absorber le terrorisme intellectuel pour le transformer et le métaboliser, c'est quelque chose de normal dans les systèmes apprenants, dans les systèmes cognitifs. C'est normal dans l'histoire, encore une fois, gothique, impressionniste, Daft Punk, Big Bang, etc. Il y en a plein d'autres, je les ai oubliés, il y en a vraiment plein d'autres. Et j'ai l'impression qu'avec complotiste, c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Vous diriez que c'est une forme aussi de psychiatrisation, sur le mode paranoïa, vous voyez des complots, des conspirations, oui, bien sûr. Vous êtes paranoïaque, et donc vous n'avez pas toutes vos facultés mentales. Il y a un peu de ça aussi, non? Ah bah bien sûr, il y a des gens qui peuvent se retrouver devant le juge, c'est-à-dire on peut utiliser ça contre eux. On peut dire, regardez, il fréquentait des sites complotistes. Vous dites ça devant un juge en France, ça peut être utilisé contre vous pour vous faire retirer la garde de vos enfants. Hein. Donc, en effet, c'est quelque chose de sérieux. C'est ce que on parle aussi de biodégradation hein, en Allemagne de l'Est, la Stasi, quand on a ouvert leurs archives, mais la CIA le faisait aussi. On a les preuves, par exemple, que le FBI a bien pesé dans le suicide de Hemingway. Hein. C'était pas une blague. Hemingway, justement, toute sa vie, Hemingway disait qu'il se sentait surveillé. Et ses proches qui disaient qu'il était parano. Et quand Edgar Hoover est mort, on a pu déclassifier des passages des archives du FBI qui démontraient clairement que le FBI pesait sur Hemingway. Et Hemingway, qui avait déjà un fond dépressif important, son père était alcoolo, le battait, etc., eh ben, il s'est flingué et le FBI a pesé là-dedans. Et pire que ça, le FBI a même tenté de faire flinguer, de pousser Martin Luther King au suicide. Rappelons-le, hein. C'est une petite lettre anonyme où le FBI disait juste avant son prix Nobel, hein, très important, juste avant son prix Nobel, il devait aller recevoir son prix Nobel. Le FBI lui dit, écoutez, on a les enregistrements de vous en train de faire l'amour à vos maîtresses, pour un pasteur qui donne des leçons, c'est pas top, et on va les diffuser, mais vous feriez mieux de vous suicider avant. On a cette lettre, hein, dont on sait qu'elle vient du FBI. Donc, les méthodes comme ça de biodégradation sont fréquentes, en effet, et l'appellation de complotiste en fait partie. Michel Colomb, sur le complotisme, qui est une accusation classique pour disqualifier tous les contre-discours par rapport au discours dominant, hein, à toutes les thèses, à tous les narratifs dominants qui émergent, en particulier au moment des grandes crises, hein, que ce soit des crises politiques ou des crises sanitaires. Comment analysez-vous cette accusation de complotisme? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter par rapport à l'analyse qu'a fait Idriss Aberkane? Je trouve que Idriss a eu tout à fait raison de prendre des exemples dans le passé et d'essayer de recourir à des comparaisons scientifiques. Je pense effectivement que c'est un grand débat de maintenant. Quand il dit l'accusation complotiste s'est dépassée, maintenant ça se retourne contre ses auteurs, il est peut-être un peu optimiste, ou en tout cas dans les milieux que moi je fréquente, j'ai l'impression au contraire que ça provoque une division, une cassure dans l'opinion, dans les couches populaires. Et il y a des gens, notamment ici d'immigration, qui disent « Ah oui, on vous accuse de complotiste, on sait ce que ça veut dire, on sait d'où ça vient », mais il y a des gens chez qui ça prend. Je peux dire que j'ai tous les jours, là on fait avec Saïd Bouamama et moi, on fait sur la Palestine des conférences, débats un peu partout. Et on a chaque fois cette discussion, oui, on dit de vous ça, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, un complotiste, etc. Et ça marche. Il y a des gens qui viennent pas aux conférences, qui disent oui, Colomb c'est un fasciste antisémite et des trucs pareils, sur base de ce qui a été diffusé. Donc, on doit prendre ça comme un objet d'étude, l'utilisation de cette théorie complotiste sur les soi-disant complotistes, et on doit trouver son essence. Son essence, c'est quoi? C'est que justement, on veut empêcher le public de comprendre les guerres parce que si on est scientifique, justement, et je trouve que sur les guerres, sur la politique, sur l'économie, on doit être beaucoup plus scientifique,
Les guerres ont une explication très simple. Si vous parlez à un ouvrier qui n'a pas fait l'UNIF, il va vous dire « mais oui, les guerres, c'est pour le fric, évidemment, c'est les riches qui font ça pour s'approprier ». Là où beaucoup d'intellos, surtout avec des hauts diplômes, bon non, c'est plus complexe, et puis il faut comprendre, et puis tu exagères, tu vois le mal partout, il y a deux aspects, blablabla. Et donc, ce qui est en cause maintenant, c'est qu'une série de gens essayent de montrer que derrière les guerres, il y a des intérêts économiques de classe sociale, de l'élite, des capitalistes pour les appeler par leur nom, des grandes multinationales, qui avec les guerres veulent soit voler le pétrole, le gaz, l'uranium, l'eau, la biodiversité, etc., soit en priver leurs adversaires et leurs rivaux. Les États-Unis qui font sauter le pipeline qui doit approvisionner l'industrie allemande, c'est une évidence que c'est un crime qui est signé. Et non, là, on vous traite de complotiste, etc. Vous êtes anti-américain et blablabla. Et donc, je crois qu'on doit répondre à ça, d'une part, en appelant les gens qui lancent tout ça à débattre et à discuter. Or, le problème, c'est que les Rudi Reichstadt, les Caroline Fourest, les Bernard-Henri Lévy, etc., chaque fois qu'on leur dit venez débattre avec ces méchants complotistes, venez sauver le peuple de ces gens très dangereux qui lui bourrent le crâne, etc., ils disent non, interdit de débattre. La vraie raison, c'est qu'ils savent qu'ils vont perdre le débat et qu'ils ne pourront pas démontrer et que, au contraire, leurs responsabilités dans les guerres seront montrées. Vous avez un exemple, Reichstadt a toujours refusé de débattre avec moi et avec les gens qui avec moi aussi. J'ai été à la fête de l'humanité il y a quelque temps interpellé par un certain Julien Pain qui sévit sur France Inter. Nous avions aussi enregistré ce qu'il enregistrait parce que je me méfiais et donc il a montré sur antenne pas 5% de ce que j'avais dit. Je l'ai interpellé en disant montrez l'ensemble de la discussion s'il vous plaît, que les gens puissent écouter mes arguments et se faire une opinion, et il a soigneusement refusé. Donc, ce sont des tricheurs, malheureusement avec l'argent du public, et là on doit tout de même appeler à rendre des comptes, on doit écrire là-dessus. Je crois que il faut justement renforcer cette capacité d'analyser les guerres sous toutes leurs formes, comme étant des guerres des riches, comme étant des guerres des multinationales, qui ont des responsables, des adresses, des choses qu'on peut désigner. Et dans le cas de la guerre, du génocide contre Israël, contre la Palestine maintenant, il faut pouvoir montrer que les décisions se prennent aux États-Unis par des responsables politiques, militaires, mais surtout économiques, qui donnent des ordres à Netanyahou, qui disent ce qu'il faut faire. On nous raconte une histoire qu'on essaie de le freiner, c'est bidon. Si vraiment ces gens-là veulent freiner Netanyahou, il suffit de dire tu n'as plus d'armes, tu dois négocier, et c'est terminé. Donc, évidemment, Macron, c'est pareil, à Londres, c'est pareil, l'Union européenne, c'est pareil. Ces gens-là sont, pour des raisons économiques qui ont bien été montrées par Saïd Bouamama dans son manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, c'est des guerres du fric, c'est des guerres du pétrole et du gaz, c'est des guerres pour empêcher la nation arabe d'être unie et de devenir souveraine et maîtresse de ses destinées. Donc c'est toujours des guerres du fric et on doit le montrer en termes de classe sociale, en termes d'analyse économique scientifique. Je crois que ça, c'est notre réponse la plus forte et la plus nécessaire à toutes ces accusations bidons. L'ouvrage de Saïd Bouamama sur lequel nous allons revenir sur Mizan TV puisque nous avons aussi réalisé un entretien pour présenter ce livre. Idriss Aberkane, une question très rapide, pareil, une question un peu technique mais qui joue un rôle très important en termes de process et d'ingénierie sociale dans le fonctionnement de la désinformation, enfin potentiellement, vous allez nous le dire, c'est la question de la fiabilité des moteurs de recherche comme Google ou d'autres, et notamment de la question des algorithmes de traitement, de classification de l'information, de hiérarchisation et de référencement de l'information. Est-ce que les algorithmes qui régulent le fonctionnement des moteurs de recherche, mais aussi, on pourrait en parler, des réseaux sociaux. Donc, est-ce que ces algorithmes ont définitivement pipé les dés de l'information? Et est-ce que les réseaux sociaux sont davantage, finalement, un espace de fake news ou un espace de réinformation?
Donc la réponse est oui, hein, sans le moindre doute. Vous prenez par exemple le fait que Google ait désindexé toutes les informations de France Soir. Donc France Soir n'apparaît plus dans les résultats Google, il faut vraiment les chercher, quoi. Bien sûr, YouTube avait supprimé des vidéos. Moi, quand je parlais des mensonges contre Didier Raoult, YouTube m'a supprimé des tonnes de vidéos. Aujourd'hui, on peut les reposter sur X, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, j'ai produit il y a 3 mois un article sur Soros dans Omerta, et j'avais fait bien sûr ma bibliographie. Alors, au début, des large language models comme ChatGPT sont utiles, mais là, évidemment, je me suis rendu compte qu'on trouvait rien de négatif sur George Soros sur ChatGPT. C'était pas possible. Fallait vraiment chercher, donner des trucs extrêmement précis. En fait, fallait déjà connaître la réponse pour trouver quelque chose de négatif sur ChatGPT, sur George Soros. Il fallait déjà le savoir. ChatGPT n'allait pas m'informer de ces... Par exemple, Soros a étranglé sa femme. Bon, il a réussi à sortir du pénal parce qu'il est riche. On en revient à une analyse en effet matérialiste là pour le coup. Il a réussi à sortir de ça en allant au civil, en faisant de dommages et intérêts à sa femme qui a 40 ans de moins que lui, son ex du coup maintenant, qu'il avait donc étranglé copieusement. Et c'est des trucs qui n'apparaissent pas. Soros, alors il a fait sauter ça on le sait, il a fait sauter la Banque d'Angleterre, il a augmenté le taux de chômage au Royaume-Uni de plusieurs points. Plusieurs experts à Yale ont démontré que quand on augmente le chômage d'1 point, on augmente aussi la mortalité d'1 point, hein, donc ça fait des centaines de milliers de morts concrètement. Il a été condamné en France. Enfin, ce CV de Soros, il était introuvable sur Google sans déjà connaître le chemin. Google vous le donne si vous connaissez déjà le chemin, si vous connaissez déjà l'histoire, mais si vous voulez en apprendre et découvrir cette histoire, alors là, Google vous aidera pas, alors là, ChatGPT vous aidera pas. Et si on veut là aussi avoir une analyse marxiste du sujet, même si moi je suis prudhonien, moi, mais bon, évidemment, le principe du socialisme, c'est l'appropriation sociale des moyens de production. On a une opportunité avec l'informatique, qui est que le peuple peut être le moyen de production. Pas se l'approprier, prendre les usines, etc., mais devenir le moyen de production. Aujourd'hui, des humains en réseau avec des ordinateurs peuvent faire tourner une IA sur leur machine distribuée. C'est possible. Chacun a un bout de cette IA qui peut être distribué dans le réseau et qui appartient au réseau, qui appartient au peuple constitué. Pareil pour les crypto-monnaies. Un peuple peut créer des unités de compte qui n'appartiennent qu'à ses ordinateurs à lui, qui n'est centralisé par absolument aucune banque, absolument aucune multinationale, qui est distribuée sur les machines de tout le réseau et de tous les utilisateurs. Donc, on a atteint un niveau où on peut non pas avoir les moyens de production, mais être les moyens de production. Et le journalisme citoyen, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si on crée un réseau, si on crée une blockchain, si on crée une IA distribuée sur nos machines et qu'on crée bien sûr de la peer review de nos informations entre nous dans un réseau, on est le moyen de production. Vraiment dans le verbe être qui est plus puissant que le verbe avoir. Et ça, c'est une révolution qui n'a pas encore été suffisamment mise en pratique, mais qui est inévitable. Selon moi, si on doit parler de sens de l'histoire, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors on le voit plutôt du côté des crypto-anarchistes, des gens comme ça, parce que justement eux sont certains libertariens, certains libertaires, donc de gauche, de droite, bon, même si ça se transcende. Mais fondamentalement, on voit des gens qui se disent on est les médias, we are the media now, nous sommes les médias. Avant, pour contrôler un média, en effet, la barrière d'entrée capitalistique était très grande. Il fallait contrôler des imprimeries, il fallait contrôler des approvisionnements de papier, il fallait contrôler des journalistes et des éditorialistes et des influenceurs qui sont chers. Et donc, c'était pas à la portée de tout le monde. D'où le journalisme jaune, Citizen Kane, etc. Hearst, Citizen Kane, qui, comme vous le savez, est la caricature de Randolph Hearst. Donc, un des piliers du journalisme jaune, quoi. Eh ben, aujourd'hui, il y a ce côté we are the media. Parce que la barrière d'entrée dans le journalisme a baissé considérablement. Regardez, j'ai vu tout dernièrement que CNN faisait 800 000 vues par jour maintenant, ce qui est catastrophique. Hein. Ils claquent à peu près 4 millions de dollars par jour. 4 millions, entre 4 et 5 millions de dollars par jour pour faire 800 000 vues. Bon, ma chaîne fait 200 000 vues, donc 4 fois moins, d'accord, mais avec 10 000 fois moins. Moi, c'est 10 000 fois moins de moyens que j'ai par rapport à CNN. Faut être très clair, d'accord. J'ai 10 000 fois moins de moyens que CNN. Et, plus que ça, peut-être même 100 000, je dépense 50 € par jour à peu près. Donc, 50 € par jour versus 5 millions. Ok? 800 000 vues pour 5 millions, 200 000 vues pour 50 €. Donc, il y a cette opportunité. Nous sommes les médias. Nous sommes l'intelligence artificielle.
Mais ça nécessite davantage de prendre conscience, la fameuse prise de conscience de classe. Ça nécessite de prendre conscience de ça. Ça nécessite d'avoir des moyens, notamment des développeurs qui font de l'open source, qui disent oui, on va développer notre propre IA distribuée, notre intelligence artificielle qui n'est pas contrôlée par Microsoft, parce que ChatGPT est contrôlé par OpenAI qui a trahi. Rappelez-vous, hein, OpenAI, c'est une trahison. La Musk a raison de les poursuivre en justice. C'était censé être une fondation à but non lucratif. Et puis très rapidement, Sam Altman a dit finalement j'aime le pognon, alors je vais vendre ça à Microsoft. Enfin, concrètement, Microsoft contrôle OpenAI aujourd'hui, ce qui est un scandale absolu. Mais on peut faire des IA distribuées et les prix pour entraîner une IA baissent exponentiellement. Par exemple, c'était un sport de riche créer une IA, créer un modèle distribué, un LLM, il y a 2 ans, 3 ans. Maintenant, recréer ChatGPT, ça coûte rien. Vous avez une idée du budget? Ah bah c'était 150 millions plutôt même 300 millions pour entraîner une IA. Entraîner ChatGPT 3 version 3, ça coûtait autour de 300 millions. Ouais. Maintenant, on peut faire l'équivalent avec des modèles open source comme Mistral, des modèles en mixture of experts, etc. On peut faire ça pour quelques dizaines de milliers d'euros qui peuvent être collectés dans une cagnotte. Et puis bientôt, on pourra le faire sur sa machine. Donc, il y a vraiment le fait que l'avenir est au fait que le peuple soit les moyens de production, et des moyens de production d'ordre financier, que le peuple puisse opérer des comptes en banque, des portefeuilles crypto, ce sont des comptes en banque, le Bitcoin a été inventé pour ça, que le peuple puisse opérer des assurances, des comptes en banque, des moyens de presse, s'il prend conscience de son pouvoir. D'accord. Alors, une question pour Michel Collomb. Cette fois-ci, je voudrais qu'on se décentre un petit peu pour arriver vers le public. Donc, les fake news ne datent pas d'hier. Spinoza écrivait... Est-ce que, oui, si vous le permettez, je trouvais tellement oui, important la question que vous avez posée sur les réseaux sociaux d'accord. et ce que Idriss vient de dire. Je vous en prie. Il est important que le public prenne bien conscience que ces Google, Facebook et autres réseaux ne sont pas des instruments neutres où tout le monde peut trouver ce qui est à portée, mais que ce sont des instruments du pouvoir de désinformation. Il y a, en fait, cette conversation, ça me rajeunit parce que vers 2000 est apparu l'usage militant dans l'information d'Internet, je veux dire, avec les premiers rassemblements altermondialistes où des groupes ont commencé à dire, ça a commencé aux États-Unis à Seattle vers 2000, don't hate the media, be the media. Exactement ce que Idriss vient de dire. Ne détestez pas les médias, soyez le média. Et on a vu, dans les premières années 2000, on a vu la capacité à démentir les fake news, notamment sur l'invasion de l'Irak en 2003. On pouvait être maintenant dans l'heure, on pouvait apporter une autre version, ou en tout cas les questions pour mettre en garde sur la version de l'info officielle. Alors, pour bien se rendre compte que c'est une guerre, l'info, Donald Rumsfeld, qui était le ministre de la guerre de Bush et qui n'était pas du tout un imbécile, c'est un type très intelligent, a dit « Nous avons un grand problème à cause d'Internet parce que maintenant, un soldat qui se trouve à Abu Ghraib, avec son téléphone, il peut faire des photos et avec son mail, il peut envoyer dans le monde entier, en 1 minute, des infos qui nous font beaucoup de tort. Avant, il y avait les journalistes embedded, c'est-à-dire que sur une guerre ou sur des théâtres comme ça, on embarquait quelques journalistes avec l'armée qui leur montraient ce qu'elle voulait bien voir. On choisissait bien entendu les journalistes dociles et avec ça, on contrôlait l'opinion. Et donc, Rumsfeld a dit, Internet, c'est devenu une guerre. Il va falloir investir dans cette guerre justement pour empêcher les gens, le peuple, de faire de l'information qui va nous faire du tort. Et donc, ça a mis un peu de temps parce qu'au début, sur Google ou sur Facebook, les gens comme nous étaient bienvenus parce que ça fait du clash, ça fait du buzz et donc ça permet de vendre de la publicité. Bien vite sont intervenus le Pentagone, la CIA et les institutions militaristes de l'État des États-Unis
qui ont dit non, non, pas question que ces gens-là soient visibles et pas question qu'ils puissent contester et qu'il y ait un débat. Il faut vraiment un monopole de l'information, un monopole totalitaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Des choses qu'il faut exposer. Il y a tout simplement des contrats de Facebook avec l'Atlantic Council, qui est le think tank de l'OTAN. Et donc, Facebook a délégué, ça a d'abord été mis sous pression, comme Google, si vous continuez à diffuser les théories, les informations de ceux qui nous critiquent, on va vous démanteler, on va vous rendre la vie impossible. Et donc, ils ont renoncé à cette buzz commerciale et ils se sont alignés. Et donc, Facebook a délégué à l'Atlantic Council la tâche de dire qui pouvait être visible ou pas visible sur Internet. Alors, il y a la censure directe, on supprime votre vidéo, mais ça laisse des traces, ça se voit, et ça rend les gens encore plus désireux d'aller voir la vidéo qui a été interdite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous met à la page 27. Ok, Ouais, donc exactement. si vous avez formé, et j'ai fait l'expérience plusieurs fois et tout le monde peut la faire, on a aussi une grande audience, on a des chaînes qui touchent, des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 1 million de vues, et donc l'algorithme normalement devrait nous montrer quand on fait les bons mots. Mais les algorithmes sont truqués pour que justement on ne nous trouve pas, ou alors il faut vraiment avoir multiplié une dizaine de mots et alors vous allez finir par le trouver. Donc, les gens doivent bien se rendre compte qu'on est dans une guerre, que les services FBI, MI6 et l'unité 8200 à Tel Aviv, qui est très très organisée, qui a beaucoup de moyens, font la chasse aux infos dérangeantes et vont directement vous cacher, vous diaboliser, vous noircir, etc. J'ai eu l'expérience personnelle. Il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle NewsGuard. La police, tu ne peux traduire ça que par la police de l'information. Et donc, de temps en temps, ils téléphonent à des gens comme moi, ils l'ont fait à d'autres sites aussi, j'imagine, et ils nous disent, tiens, on voudrait savoir comment vous fonctionnez et pourquoi vous avez repris telle information. Le New York Times a dit que c'est faux, donc c'est faux. Et moi, j'ai eu une conversation téléphonique que j'ai enregistrée avec ces gens et j'ai dit, non, non, c'est pas faux, c'est le New York Times qui a donné la désinformation et nous, on a des bonnes sources, etc. Quand finalement ils publient sur Internet un bulletin et ils ont des abonnés dans les bibliothèques, dans les administrations, dans les médias. Ne fréquentez pas un tel ou un tel, c'est un complotiste, il répand des fausses informations. Mais il faut savoir qu'ils ont soigneusement refusé de débattre sur les informations que eux considèrent comme vraies. Et quand j'ai eu cette jeune femme de New York au téléphone, qui parlait un français impeccable, qui était tout à fait charmante, je lui ai dit, vous savez que vos patrons, c'est Wolfowitz, c'est des gens qui sont des retraités de la CIA, du Pentagone, de multinationales de l'armement, et que tout le conseil d'administration de NewsGuard, c'est un repère de bandits de guerre, comme on n'en fait plus, spécialiste de la désinformation. Et donc, elle a dit, non, non, je suis pas au courant, ils n'ont rien à dire, etc. J'ai dit, passez-moi votre directrice, votre rédactrice en chef, on va discuter sur mes informations. Et elle a dit, non, on répond pas, on discute pas. Donc, les gens doivent savoir que, effectivement, les États-Unis ont bien compris que la guerre de l'information nécessitait d'avoir un contrôle là-dessus. Et il y a un chercheur écossais, Alan MacLeod, qui a fait pour The Grey Zone une très très bonne enquête pour montrer comment l'OTAN, la CIA, le FBI contrôlent les grands réseaux sociaux. Donc, il faut effectivement, comme l'a dit Idriss, développer notre capacité de contrer ça et de développer nos propres réseaux d'information. Je crois aussi qu'il faut revenir au bon vieux temps des vraies conversations humaines où on se retrouve autour d'un café, d'un thé, etc. Et discuter en vrai avec les gens pour ne pas être tout seul devant l'information, ne pas être dans des réseaux où effectivement on retrouve des gens avec qui on est déjà plus ou moins d'accord. Et c'est un peu leur but. Ils savent que bien qu'ils vont pas nous supprimer, mais ils veulent supprimer notre impact. Donc, ils veulent que chacun discute avec qui il est d'accord. Mais c'est ça, justement, le piège. On veut, nous,
discuter avec les gens qui croient que oui, le 7 octobre était une journée des attentats terroristes, etc., que oui, en Ukraine, tout a commencé quand Poutine est arrivé dans le Donbass et pas avant. On veut discuter avec ces gens-là pour leur dire, vérifiez vos infos, partons ensemble à la recherche des faits, et méfiez-vous, il y a des gens qui veulent que vous ne sachiez pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que les guerres, sous toutes leurs formes, nous les payons. 2, nous en subissons les conséquences. Le gaz est plus cher, on va avoir des attentats terroristes manipulés. Et si on continue... D'où vous tirez cette information sur les attentats terroristes manipulés? Quand vous dites on va avoir, c'est-à-dire c'est des choses qui circulent, c'est des informations qui circulent? Je pense... Ou c'est une prévision qui est nourrie d'une expérience de l'histoire politique? Écoutez, quand je suis allé en Libye, quand l'OTAN bombardait ce pays en 2011, 2 fois en été, et notamment dans les tout derniers jours avant l'assassinat de Kadhafi, je suis allé là et revenu à la frontière, j'ai tourné une petite vidéo sur mon téléphone en disant on voit en Libye que l'OTAN a fait une alliance avec Al-Qaïda. Ça, c'était d'ailleurs reconnu par l'amiral Stavridis qui reconnaît qui dirigeait, les troupes de l'OTAN contre la Libye, enfin les troupes, les opérations militaires, on va dire. Et comme ils n'osaient évidemment pas mettre de soldats US sur le terrain, ils ont fait alliance avec les troupes qui étaient sur le terrain. Ça s'appelle, je crois, le groupe islamique de combat en Libye, qui était la branche libyenne d'Al-Qaïda. Et dans cette vidéo tournée à la frontière, j'ai dit, je m'adressais au Premier ministre belge, puisque je suis belge, on va avoir des attentats à Bruxelles et à Paris, puisqu'on vient maintenant de fournir des armes et tous les moyens à Al-Qaïda. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous allez dire à vos concitoyens quand on aura des attentats? Et on a eu Charlie, en 2016 on a eu des attentats, et donc oui, il y a un lien direct. Et on ne doit pas... écoutez, ce que le monde occidental fait dans les pays arabes et musulmans, c'est abominable, et pas seulement en Gaza. Donc, on a énormément de gens qui sont indignés, qui sur place prennent les armes, et ils ont le droit, c'est une agression, et on ne peut pas empêcher que parmi les gens fous de douleur, intoxiqués et manipulés, il y ait un jour un type qui dit je vais aller leur faire payer, et il fait quelque chose qui est tout à fait regrettable, il va dans la rue, à Nice, à Bruxelles, et il tire, etc. Donc c'est des attentats manipulés, et les États-Unis et compagnie sont bien contents quand il y a ça, parce qu'ils peuvent encore plus nous dire regardez, les Arabes, les musulmans, ils sont dangereux, non, nous on est là pour vous protéger. Comme disait Robert Charvin dans son livre La peur, gouverner, c'est effrayer et rassurer. Et donc, on crée effectivement un problème qu'on aurait pu régler, tout simplement. Tous les problèmes du monde arabe et musulman peuvent se régler en reconnaissant les droits des peuples et en les laissant s'autodéterminer. Alors évidemment, on perd le pétrole, on perd le gaz, on perd la domination du monde. Et donc, oui, c'est très important de montrer les connexions entre ces phénomènes. Très bien. Merci Michel Collomb pour cette explication. Alors Idriss Aberkane, je disais précédemment que je voulais décentrer un petit peu cette discussion du côté aussi du public, de la perception des informations du public. À ce propos, dire d'abord que les fake news ne datent pas d'hier, puisque Spinoza écrivait déjà au XVIIe siècle dans son traité théologico-politique, je cite, « Il est bien rare que les hommes racontent un événement tout simplement comme il s'est passé, sans rien ajouter au récit. » Fin de citation. Cette citation nous amène aussi sur la fonction interprétative de l'information. Très souvent, on interprète l'information d'après une grille de lecture qui nous pousse à filtrer les informations en conservant ce qui confirme notre vision idéologique du monde et en écartant ce qui la contredit. Donc, ce qui faisait dire à Gilles Deleuze, par exemple, que la vérité était toujours subordonnée au système de concepts dont on dispose pour comprendre cette vérité. Donc, nous ne sommes pas une feuille blanche et neutre face à l'information, et en particulier quand les faits sont de nature politique, religieuse ou philosophique. Dans ces conditions, comment peut-on se prémunir de ses propres biais
et penser contre soi-même, si tant est que ce soit possible. Et je prendrai juste un exemple pour introduire cette question, celui de la Syrie, avec la reprise récente d'Alep par des djihadistes. Et on a très bien vu dans les différents échanges assez clivants et assez tendus sur les réseaux sociaux, comment l'événement a été commenté et perçu différemment par les anti-Assad ou par les pro-russo-iraniens. C'est un point en effet très important parce que bon, on a les problèmes de biais de confirmation, on va chercher l'information qui nous confirme parce que ça envoie de la dopamine dans notre cerveau, donc ça crée du plaisir physique, c'est quasiment comme prendre une microdose de cocaïne, hein. Se faire confirmer, c'est pour le cerveau, c'est comme prendre une microdose de cocaïne. Donc il y a ces problèmes-là. En fait, notre cerveau est un paysage vallonné qui a des puits, qui a des vallées, donc qui a des zones dans lesquelles on peut tomber, dans lesquelles notre intellect peut tomber. Donc notre cerveau a en effet des préférences, et ces préférences peuvent être consolidées. Michel Collomb expliquait bien dans le monde universitaire, on se retrouvait, c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle des gens qui sont intellectual yet idiots. Donc ce sont des intellectuels mais ils sont idiots. Parce que le monde universitaire sociologiquement encourage la conformité, et Bourdieu l'a très bien expliqué dans Homo Academicus, hein. Et la conformité à outrance fait qu'on a des gens qui peuvent aller contre le bon sens, contre l'analyse la plus simple et la plus objective. Oui, la plupart des guerres sont là pour les ressources, évidemment, et c'est central, et on découvre causes matérielles absolument sous-jacentes, et toutes ces idées de peuple de la liberté, de camp du bien, de camp du mal, etc., ont été rajoutées pour dissimuler le fait qu'en Irak, il y a du pétrole, etc. Bon. Et là, c'est à ce niveau-là qu'on voit que des gens qui peuvent être formés, peuvent devenir conformés, en un seul ou en deux mots d'ailleurs, et que notre cerveau a du mal à voir les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, Idriss Shah disait « L'histoire, ce n'est pas ce qui s'est passé, l'histoire, c'est ce que certaines personnes ont considéré comme important. » Soit pour des raisons politiques, ils ont décidé d'insister là-dessus, soit simplement par biais. Ils se sont dit, ça a l'air vachement important dans le sens de l'histoire, et puis ce truc un peu plus subtil l'a l'air beaucoup moins. D'ailleurs, l'école des annales, la méthode de l'école des annales en France, avait commencé à s'intéresser aux micro-évolutions, par exemple le taux d'alphabétisation, etc., qui sont moins sexy, qui sont moins saillants, comme on dit en sciences cognitives, moins fluo en quelque sorte, comme événements historiques, mais qui sont des forces de l'histoire très importantes. Le taux d'alphabétisation, le nombre d'enfants par femme, toutes ces choses-là qui sont un peu du domaine de l'arbre qui pousse plutôt que de la forêt qui pousse, pardon, plutôt que de l'arbre qui tombe. Et ces choses-là ont souvent un rôle historique bien plus important que juste l'arbre qui tombe, sur lequel l'historien va s'arrêter en disant, regardez ça, c'est le point le plus important. En fait, il y a des phénomènes sous-jacents, des haines accumulées. Au Moyen-Orient, c'est encore plus important, puisque Saladin disait, le sang ne dort jamais, et c'est ce que vient d'expliquer Michel Collomb. Dans le cas d'ailleurs du terrorisme provoqué ou causé, on a eu le dossier Mohamed Merah en France, hein, dont on sait qu'il était en contact avec les services français. Donc de toute évidence, quand il s'est rendu compte qu'il servait de poisson pilote, il s'est rebellé et a décidé de tout faire péter, mais il avait été suivi, encouragé, voire armé par les services français. Simplement, ce dossier leur a pété à la gueule. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et le juge Trévidic, qui est le plus grand juge antiterroriste français, avait demandé une levée du secret défense sur l'origine des armes de Mohamed Merah. On lui a opposé une fin de non-recevoir, qui est équivalent à un aveu. Hein. Si vous dites non, on veut pas vous dire d'où viennent les armes, n'importe quel journaliste un peu sérieux dit vous venez de me répondre du coup, parce que si vous devez cacher ça, c'est que ces étonnamment, étonnamment, cette information avait fuité dans Le Point, il me semble, de mémoire, puisqu'ils avaient parlé de ça, et on pourrait être étonné par. Non, mais de temps en temps, un média, j'ai travaillé pour Le Point, un média, c'est comme un canon chargé. Donc un média, soit il charge sa crédibilité, soit il la décharge. Mais il n'a que deux fonctions. Soit il est en train de charger sa crédibilité en faisant des articles sérieux, ça arrive, hein. Même l'Express, qui est pourtant un des médias les moins crédibles en France, a fait un très bon papier sur l'affaire du charnier de Paris-Descartes. Alors c'est pas eux qui ont fait le papier, c'est une journaliste freelance, Anne Jouan, mais ils l'ont publié. Ils ont fait plusieurs pages sur le scandale du charnier de l'université Paris-Descartes, où donc des gens qui avaient donné leur corps à la science, leur corps avait été vendu en pièces détachées, avait été utilisé pour tester des explosifs, des choses horribles. Les manipulateurs jouaient avec leur tête, des choses abominables. L'Express a révélé ça. Voilà. Donc de temps en temps, un journal doit recharger sa crédibilité en sortant des scoops.
mais ensuite il la décharge. Par exemple, l'Express avait dit que Didier Raoult avait encouragé l'utilisation du Vicks Vaporub contre le Covid. C'était complètement faux. Ce qu'avait vraiment dit Didier Raoult, c'était que la marque Vicks possédait des molécules intéressantes, en général, avait des brevets sur des molécules intéressantes. Et évidemment, les pseudo-journalistes de l'Express, Victor Garcia en tête, qui est aujourd'hui renvoyé en correctionnel 2 fois à Paris, eh bien, avait décidé de dire non, il a prescrit de mettre du Vicks Vaporub, ce qui était complètement faux. Donc un média, aujourd'hui, il n'a que 2 fonctions, charger, décharger. Donc soit il est en train de charger son canon, en augmentant sa crédibilité, Wikipédia fait ça aussi, soit il est en train de décharger sa crédibilité en mentant. Et en maintenant le bon ratio chargé-déchargé, il est capable d'influencer le débat public de façon décisive. Et on le voit aujourd'hui. Donc, sur les biais, la question des biais. Donc sur les biais, notre cerveau ne veut pas voir la réalité en face, fondamentalement, et on sait que les biais disparaissent quand on les prononce, quand le public est informé, ce qu'expliquait Michel Collomb. Donc quand le public sait que ces biais existent, quand le public sait qu'il existe des biais de conformité au sein du monde académique, au sein du monde journalistique, regardez l'école supérieure de journalisme, en France on aime bien mettre des supérieurs partout, ils font pas ça en Belgique, font pas ça en Suisse, mais en France on aime bien mettre des supérieurs un peu partout parce qu'on a les grandes écoles, sous-entendu il y a des petites, et on a les écoles supérieures, sous-entendu il y a les écoles inférieures. Eh bien l'école supérieure de journalistes, elle est contrôlée maintenant par Bolloré, Niel et Bernard Arnault. Voilà, ils vont tranquillement. Moi je comprends. Ce sont des gens qui savent qu'il faut acheter le vin à la vigne, il faut acheter le steak sur pied. Donc ils achètent le journaliste sur pied maintenant. Ça y est, avant même qu'ils soient formés, on arrive à l'aboutissement du système bourdieusien de dire les riches achètent les journaux pour diffuser un message très spécifique aux pauvres. Eh ben ça y est, c'est l'apex, le climax du système bourdieusien. Et là, on a des boîtes françaises qui achètent l'école supérieure de journalisme. Personne n'y voit quoi que ce soit à redire. Donc, il suffit d'informer les gens sur l'existence de ces biais sociologiques, matériels et intellectuels. Michel Collomb, est-ce que informer, comme vient de le dire Idriss Aberkane, est-ce qu'informer sur les biais est suffisant pour conscientiser le public sur la question de ces biais? On a l'impression, on a le net sentiment tout de même, quand on voit les échanges, les débats, on va dire les plus sérieux sur les réseaux sociaux, que les prises de position politiques préétablies déterminent le choix de l'information qu'on va sélectionner, à laquelle on va adhérer, en considérant évidemment que le camp d'en face a le monopole du mensonge, de la propagande. Est-ce que ce biais peut être résolu, peut être réglé? Est-ce que vous avez des conseils méthodologiques à fournir à nos auditeurs justement pour les aider à échapper à leurs propres orientations personnelles? Oui, alors je crois qu'on a raison de souligner que la subjectivité joue un rôle dans l'information, non seulement chez les citoyens, on va dire, qui sont sur les réseaux, mais aussi sur les journalistes, sur les chercheurs comme nous. On a tous une subjectivité, c'est important de le savoir, et je crois que c'est important de faire la distinction entre neutralité et objectivité. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, la neutralité n'existe pas. Un journaliste, il décide de parler de ça, disons des princesses, ou de ceci, la cause des guerres des États-Unis. Il choisit aussi à qui il va donner la parole sur ce sujet, et forcément, vous avez énormément de possibilités, donc vous choisissez. Donc, aucun journaliste n'est neutre, il faut le savoir, il faut le reconnaître. C'est pas plus mal de dire, voilà, moi, je suis convaincu sur ceci ou sur cela. Il faut pas cacher qu'on a des idées. De temps en temps, vous avez des journalistes mainstream, des télés officielles qui vous disent, oui, mais vous n'êtes pas neutre, vous avez des opinions politiques. Et vous, alors, tout le monde en a évidemment. Donc, c'est plus honnête de le dire. Par contre, l'objectivité, ça existe. L'objectivité, c'est de refléter la réalité comme elle est, c'est-à-dire on n'invente pas des trucs, on ne dit pas qu'il y avait 3000 manifestants pour la paix s'il y en avait seulement 300, et on présente les faits, l'ensemble des faits, aussi ceux qui vous dérangent,
et on essaye de creuser les causes de ces faits, c'est-à-dire pas une vision superficielle, mais aller en profondeur. Je crois que là, c'est un travail important et à ces conditions-là, on peut arriver à avoir une bonne information et à faire en sorte que le public, comme on insiste régulièrement, devienne adulte et prenne l'habitude, voilà, d'une information de qualité, d'une information profonde, euh, pour pour échapper à ces biais. Je pense qu'il est très important d'étudier les documents de l'adversaire. Moi, je critique, c'est pas un secret, la politique des États-Unis, parce que je pense que c'est, comme je l'ai dit, la politique d'une élite qui fait la guerre sous toutes ses formes pour maintenir la domination c'est même pas 1%, c'est le 0,00, je sais pas combien, 1%. Je pense que ça, c'est la chose dont il s'agit de prendre conscience. Et pour le faire, ben, j'étudie leurs propres documents et je les expose parce que bizarrement, de temps en temps, ils disent la vérité. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin États-Unis, les 100 pires citations, parce que quelque part, de temps en temps, ils ont dit les crimes qu'ils commettaient ou qu'ils allaient commettre et comment ils allaient manipuler l'opinion. Et il y a 2-3 semaines, comme on a beaucoup dit, voilà, Netanyahou, il veut que les États-Unis attaquent l'Iran, je trouvais qu'il fallait combattre l'idée que c'est à cause de l'Iran ce qui se passe, qu'on attaque des citoyens israéliens, donc Netanyahou se venge, etc. Et j'ai été chercher, avec notre collectif Test Media, mon équipe a attiré mon attention sur un vieux document des États-Unis, de la Brookings Institution, qui est un des grands think tanks pour les deux partis, pour la Maison-Blanche et le Pentagone, etc. Et dans ce document de 2009, il disait, voilà, nous devons absolument supprimer ce qu'ils appellent le régime en Iran. Comment on va faire, disait-il. Alors, il y en a aux États-Unis qui disent invasion militaire. Oui, bon, on a vu en Irak, ça n'a pas très bien tourné. L'Iran, c'est un pays encore plus fort, très motivé contre nous. Il y a peu de chance. Bien. Alors, ils ont parlé de faisons un coup d'État là-bas. Pas de chance, l'armée est plutôt fidèle. Il y a une conviction, il y a une morale. Ils disaient clairement, il y a une morale en Iran et ils vont pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'option privilégiée dans cette étude de 2009, c'est de faire des bombardements sur l'Iran. Eux, ils appellent ça des frappes, mais bon, c'est des bombardements. Et ils disaient, est-ce qu'il faut bombarder les installations nucléaires? Est-ce qu'il faut bombarder ceci ou cela? Donc, ils donnaient vraiment aux décideurs toutes les possibilités. Mais après, il y avait un problème. Si les États-Unis font ça, tout le monde va dire, c'est pas bien, vous violez le droit international. Et donc, dans cette étude, il y avait un chapitre qui disait, textuellement, leave it to Bibi. Laissez Netanyahou le faire. Et en 2009, et comme ça, disait-il, on pourra pas dire c'est nous, on pourra dire nous on a essayé de le freiner, mais voilà, Netanyahou c'est Netanyahou. Mais en 2009 déjà, c'est expliqué. Donc il le fait évidemment. Et après, on vient nous dire, voilà, on n'a pas réussi à empêcher Netanyahou, mais on essaye de le calmer, rassurez-vous, etc. Alors que les ordres et l'idée même venaient de Washington. Et donc, vous voyez, si on étudie les documents de l'adversaire, et si on est capable de présenter les raisonnements dans les différents camps et de faire comprendre les différents points de vue, alors là, on a tout à fait dépassé cette histoire de la subjectivité, des biais cognitifs, etc. On regarde l'ensemble des informations importantes, on regarde l'ensemble des points de vue et on montre les contradictions fondamentales et on peut faire comprendre la logique de l'adversaire. Et donc, quand vous avez compris la logique qui est derrière les États-Unis, vous pouvez être capable d'annoncer même les guerres qu'ils vont faire. Il y a des gens qui me disent, mais comment vous faites? Vous avez annoncé la guerre contre l'Ukraine, contre l'Afghanistan, vous avez annoncé ce qui va se passer, vous êtes quoi? Vous avez une baguette magique, Nostradamus, etc. Non, il suffit de prendre comme fil conducteur les intérêts économiques, il suffit d'étudier leurs propres documents. Aux États-Unis, c'est très flagrant. Et là, vous pouvez même prévoir ce qui a de grandes chances de se passer. Vous ne pouvez pas prévoir quand ça va se passer, dans quelles circonstances, mais que ça risque d'arriver, ça oui, vous pouvez l'annoncer. Alors pour conclure cet entretien, un petit retour en France, où, rappelons-le tout de même, Macron avait fait voter une loi contre les fake news le 20 novembre 2018. Cette loi offrait pour la première fois une définition des fausses informations
qui au terme du texte de loi étaient définis comme des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin. Donc c'était dans un cadre électoral. Les dispositions de cette loi pouvaient permettre à un candidat ou parti politique de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois qui précédaient un scrutin national. Les principales plateformes numériques, Facebook, Twitter ou Google, étaient aussi appelées en renfort. Elles avaient l'obligation de fournir les informations sur les publicités politiques qu'elles diffusaient contre rémunération sur leur site. Le CSA, donc le conseil, ce qui aujourd'hui s'appelle l'Arcom, avait également obtenu le pouvoir de suspendre la diffusion en France de chaînes de télévision, je cite, contrôlées par un État étranger ou sous l'influence d'une puissance étrangère, qui diffuserait, je cite, de façon délibérée des fausses informations. Une disposition qui avait permis, on s'en souvient, la fermeture de la chaîne russe RT dans sa version francophone, alors même que, par exemple, la chaîne franco-israélienne I24, qui tombe elle aussi sous les mêmes accusations, n'était pas inquiétée. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette gestion de l'information sous la gouvernance Macron, donc qui a débouché sur un texte de loi? Idriss Aberkane. Je peux donner un contre-exemple qui démontre bien que cette loi est bidon. Pendant les élections françaises, on avait eu Nicolas Dupont-Aignan qui était candidat, mais aussi, je crois, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et aussi, bien sûr, François Asselineau, qui avait rappelé que Laurent Fabius, ancien Premier ministre français, membre du Conseil d'État, président du Conseil d'État, aujourd'hui, avait dit « Le Front Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie ». Bon, c'est factuel, c'est une vraie info. Les fact-checkers avaient dit que c'était faux, parce qu'il fallait faire du damage control. C'était impossible pour le public, pour l'individu moyen à la machine à café, d'avoir cette dissonance cognitive. Attendez, comment c'est possible que... Enfin, le Front Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, alors certes, Hamid Karzai parlait de Al-CIA, déjà à l'époque, pourtant Hamid Karzai est un agent américain, revendiqué, ancien de UNOCAL, etc. Et Hamid Karzai avait même dit « Je ne fais plus la différence entre ISIS, entre Daesh et la CIA ». C'est quand même assez frontal, c'est une déclaration formelle d'Hamid Karzai. Donc Fabius a vraiment dit ça. La source était le monde diplomatique. Et on a plusieurs témoins, il a vraiment dit ça. Et après, il y a la question du contexte, bien sûr. Est-ce que, dans le contexte plus large, en fait, il voulait dire le contraire? Eh ben non, quand on regarde le contexte n'obère pas le propos, il renforce même ce propos. Et ben là, on a eu une volée de fact-checkers qui sont arrivés. Je crois qu'il y a eu 5 articles au total qui ont dit non, Dupont-Aignan, vous savez, c'est un fou. François Asselineau aussi, Jean-Luc Mélenchon aussi, Marine Le Pen aussi. Tous ces gens-là sont fous. Ou pro-Kremlin, ça va de soi. Donc, ce qu'ils disent est faux. Et ben, c'était une fake news. Ce que les fact-checkers ont dit, c'était une fake news. Ça tombait sous le coup de cette loi. Cette loi était censée les interdire. Mais on a eu la même chose pour les dérives sectaires en France. Par exemple, sur la promotion de faux médicaments. Ces projets de loi ont été faits, bien entendu, pour discréditer toute personne qui se serait opposée plus tard à des nouveaux inoculats qu'on aurait appelés de façon malveillante des vaccins. Quand par exemple Jean Castex disait, je rappelle avec son accent inénarrable, ceux qui sont vaccinés 2 doses ne peuvent pas faire la maladie. Bon, c'était faux, c'est une fake news totale. 2 doses, 3 doses, 7 doses, N doses, ça ne changeait rien à la possibilité de contracter un Covid, et on le savait. Et eux ont déclaré ça. Bon, ils devraient tomber sous le coup de cette loi, du coup. Pareil, quand on a des timbrés qui ont fait la promotion du Remdesivir, un médicament qui ne marchait pas, qui coûtait 900 € la dose et qui était néphrotoxique. On pouvait perdre ses reins si on en prenait trop. Je crois pas qu'il soit tombé sous le coup de la loi pour les dérives sectaires, bien entendu. C'était Didier Raoult qui était visé. Avec Olivier Véran qui a été très clair à l'Assemblée nationale française en disant si je cherche Raoult et Gourou sur Google, je trouve plein de résultats, donc c'est QFD, parce que le nombre de résultats Google, sans chercher à savoir s'ils sont positifs ou négatifs, sans chercher à savoir s'ils sont probants ou pas probants, bien sûr ce simple nombre de résultats suffit à incriminer quelqu'un. C'est ce qu'un ministre en exercice a déclaré à la représentation populaire en France. Donc ces lois ne peuvent pas s'appliquer face à un juge impartial. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a très peu de juges impartiaux aujourd'hui en France. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de juges dans le cas français. La France manque de moyens, sa justice est complètement sous-développée en termes financiers, en termes économiques. Et donc, en effet, si ces lois étaient passées, des gens comme Fabius ou des gens comme les fact-checkers, des gens comme Julien Pain, des gens comme Rudi Reichstadt se retrouveraient devant le tribunal. Parce que quand Rudi Reichstadt dit non, le virus ne sort pas d'un laboratoire, il ment, il n'en sait rien. Il ment.
Bon. Et alors, je parle même pas des États-Unis, bien sûr, où le scandale du portable de Hunter Biden a influencé les élections. C'est une influence frontale, factuelle, directe, et où l'idée selon laquelle les Russes auraient influencé les élections était bien entendu fausse. Donc, on voit bien que ce sont des lois qui sont faites pour les puissants, par les puissants, qui ne seront interprétées que par les puissants, contre les gens qu'ils veulent dominer. Alors Michel Collomb sur cette notion enfin sur cette loi pardon de votée par Macron sur cette fermeture qui avait permis la fermeture de la version francophone de RT et aussi je voulais vous entendre sur la notion de fact-checking. Idriss Aberkan a beaucoup développé cette notion qui en réalité déjà pose problème puisque dans le process du journalisme il faut vérifier les sources, il faut vérifier l'information. Donc on a déjà l'impression qu'on aurait eu un journalisme au rabais qui retirerait du process de la fabrication de l'information qui est censé passer par la vérification des sources, eh bien on laisse les fact-checkers vérifier ça. Voilà, donc il y a déjà un petit souci. Mais donc voilà, sur Macron et puis sur le fact-checking, si vous avez aussi quelque chose à dire. Oui, prenons le fact-checking, c'est très intéressant comme histoire. En réalité, le fact-checking, c'est nous. C'est-à-dire que en 1988, Edward Herman et Noam Chomsky ont publié un livre magistral qui s'appelait Manufacturing Consent, que j'ai utilisé abondamment lorsque moi-même j'ai publié un livre qui s'appelait Attention Médias sur la première guerre du Golfe, la guerre de 91 contre l'Irak. Et là, j'ai analysé l'histoire des couveuses, l'histoire de la marée noire, l'histoire de la moustache de Saddam Hussein qui avait été retaillée pour le faire ressembler à Hitler, etc. Et ce livre a eu beaucoup de succès, j'ai été surpris. Et en fait, j'ai appelé les gens à vérifier les informations qui avaient été données, à repérer les déformations, à enquêter. Et voilà, ça a beaucoup intéressé. J'étais totalement inconnu, on publiait chez un tout petit éditeur inconnu et on a vendu énormément, il y a eu énormément de conférences partout. Et l'idée s'est répandue dans les années 90 et 2000 de faire ce que j'ai appelé un test média. Vous savez, on a des tests achats quand vous achetez un produit au supermarché. Est-ce que la contenance est bien respectée? Est-ce qu'il y a bien les produits qu'on vous vend ou est-ce qu'il y a autre chose? Et des trucs comme ça. Faisons-les sur les médias. C'était ça l'idée. Et comme les médias dominants, les médias mainstream ont eu une perte de crédibilité et aussi une perte de rentabilité parce que ces gens-là vivent par les recettes publicitaires et donc si les réseaux sociaux leur font du tort et leur font perdre un peu du lectorat, plus évidemment le problème du vieillissement, ils ont un gros problème économique, donc il fallait faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit le fact-checking, c'est nous. Et quand vous regardez ce qui est fait à Libé, à Arte, etc., des intox. C'est des fake news. Par exemple, quand vous avez ma bio, non, Collomb, il faut pas regarder parce que il a fait ceci, il a été avec un fasciste en Syrie, j'avais jamais été de ma vie en Syrie, et il a reproduit, il collabore avec Thierry Messant, j'avais au contraire dit que j'étais pas d'accord avec Messant sur les théories du 11 septembre, et donc, Libé, c'était 2 fake news pour prouver que moi je fabriquais des fake news. Je leur ai écrit, ils n'ont jamais répondu, j'ai dit corrigez, donnez au moins ma version, etc. Ils ont refusé. Donc, droit de réponse, vous avez demandé un droit de réponse, ça vous a été refusé? Attendez, ça n'a jamais été corrigé. Et donc, ce qui est une infraction j'ai perdu en France, l'idée de faire des procès en France parce qu'effectivement, il n'y a pas moyen d'obtenir la justice là-dessus et ça coûte très très cher. Donc, le fact-checking, c'est un autre nom pour dire ça nous déplaît ce que vous publiez, on va vous salir. C'est vraiment de la diabolisation ou de la médiabolisation, vraiment. Ça, les gens doivent le savoir. Sur la loi de Macron, c'est un crime contre la liberté d'informer et c'est une loi totalitaire extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que ce sont des menteurs professionnels qui viennent vous dire qu'est-ce que vous avez le droit de dire, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge. Ces choses-là doivent être décidées
par la justice dans le cas où on calomnie quelqu'un, qu'on lui cause du tort. On peut pas balancer n'importe quoi, on peut flanquer des réputations et des vies en l'air, donc il doit y avoir des garde-fous. Et sinon, ça doit être tranché par le public. Mais là, le gouvernement, de même qu'en histoire, prétend dire qu'est-ce qui est la vérité officielle et qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de dire. Dans le cas de la France, c'est très grave cette loi. Parce qu'en France, on a menacé plus de 1000 personnes, certaines sont même allées en prison, pour avoir fait ce que on appelle apologie du terrorisme. Alors, le scandale, c'est que ceux qui font cette loi et ceux qui organisent ces poursuites font l'apologie du génocide et accusent les autres de terrorisme pour les faire taire. Donc c'est une loi totalitaire hyper dangereuse qui doit être supprimée. J'ai d'ailleurs, quand c'est paru, j'ai envoyé une petite vidéo où je prenais Macron, j'interpellais Macron et je lui disais, Monsieur le Président, arrêtez-moi parce que moi je dis ça et ça et ça, donc vous devez ou bien débattre avec moi ou bien m'arrêter. Comme il n'avait pas envie de débattre, il ne m'a pas non plus arrêté. Mais les gens qui n'ont pas la notoriété, et encore ça va tomber sur nous bientôt, on le sait, les gens qui n'ont pas la notoriété se font intimider dans les coins. J'ai discuté il n'y a pas longtemps en Provence avec une personne qui a passé 46 jours de prison pour une expression effectivement malheureuse, mais elle s'était excusée. Et donc, dans ce débat, on est dans la mauvaise foi totale. Je rappelle que Russia Today et Sputnik ont été interdits par la Commission européenne, qui n'a pas ça dans ses attributions. Ils n'ont pas les lois sur la presse, ça fait pas partie de leurs compétences. Alors, chacun peut penser ce qu'il veut de la manière dont le journalisme est pratiqué à Russia Today ou ailleurs. Je vais juste rappeler quand même que l'ARCOM n'avait jamais rien trouvé à reprocher à Russia Today, tandis que i24 News est manifestement dans un mensonge flagrant et qui justifie le génocide et peuvent continuer. Donc, moi, je voudrais, par rapport à ces lois et par rapport à ce terrorisme de l'information, je voudrais lancer un appel, c'est-à-dire que la peur doit changer de camp. Ce sont les gens qui font passer ces lois, qui exercent ces procès, qui doivent subir maintenant des procès pour apologie du génocide, intimidation et une forme d'association de malfaiteurs, parce que il y a une bande qui organise ça, et donc c'est très très grave. La Cour internationale, les instances internationales, l'ONU, etc., parlent de génocide, disent que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, qu'elle doit cesser tout de suite, et enjoignent aux États de cesser de les appuyer. Or, Macron et Barnier, ou le suivant qui va arriver, je ne sais pas, continuent d'appuyer le génocide et d'intimider les gens qui veulent l'arrêter. Donc, ils sont complices de génocide. Donc, si on se réfère aux lois de Nuremberg qui condamnent la guerre et qui condamnent ces crimes-là, ils sont, eux, les coupables et ils doivent être, eux, cités en justice d'une manière ou d'une autre, en France ou à l'international. Et pour ça, nous avons besoin d'un grand mouvement d'opinion qui dise arrêtez de soutenir le génocide, arrêtez de réprimer le droit à l'information là-dessus et rendez des comptes. Je pense que la peur doit changer de camp. Avec la question du relais politique de ces mouvements sociaux ou de cette mobilisation citoyenne. On a vu récemment, par exemple, la LFI qui a appelé à l'abrogation de cette loi pour apologie de terrorisme. On a vu le tollé que cette prise de position avait fait. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin de cet entretien. Merci à vous, Michel Collomb. Merci à vous, Idriss Aberkane, d'avoir exploré avec nous les tenants et les aboutissants de cette problématique des fake news, dont on n'a pas fini de parler. Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir le travail de Mizan TV et contribuer donc à une information de qualité. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien sur Mizan TV. Merci.